Bonjour à tous. À travers cette vidéo, on généralisera naturellement la notion d'une variable aléatoire à la notion de couple de variables aléatoires. Ça n'empêche pas que par analogie, on pourrait parler de triplet de variables aléatoires et pourquoi pas de n-uplet des variables aléatoires. Ce qu'on nomme un vecteur aléatoire qui est tout simplement un objet mathématique qui sert à modéliser des phénomènes qui évoluent dans un espace plus grand que R, plus précisément R puissance n, c'est-à-dire R produit cartésien R, n fois, puisqu'aussi on travaille dans un cadre qui est tout le temps réel. Dès lors, divers domaines font appel à la notion d'un vecteur aléatoire, tel que le domaine de l'intelligence artificielle, qui principalement se base sur la prise d'informations qui est de grande taille et qui est en même temps des informations qu'on ne connaît pas comment elles évoluent les unes par rapport aux autres. C'est ainsi qu'on parle ici des uplets de données issus d'une variable aléatoire vectorielle ou bien tout court un vecteur qui est de type aléatoire puisqu'il dépend de l'aléa. Également, la notion d'un facteur aléatoire apparaît excessivement dans le domaine de la finance. Par exemple, dans l'étude, disons, de l'impact des catastrophes naturelles, genre tempête, tsunami, séisme, ainsi de suite, sur le cours de la bourse. Ces facteurs-là, ces catastrophes naturelles, sont considérés comme des variables aléatoires que peuvent agisser, que peuvent donner un impact sur le prix d'un actif financier, qui est à son tour aussi une variable aléatoire. Alors, dans ce cas-là, le regroupement de l'assemblage de tous ces variables aléatoires, que ce soit des catastrophes ou bien le prix d'un actif financier, il nous permet de dire qu'on parle d'une structure d'un vecteur qui est aussi de type aléatoire. Et la liste reste aussi assez vaste pour le domaine d'application de cette notion-là. On a plein de domaines d'application de la notion d'un vecteur aléatoire. Donc, pour nous, durant ce tuto-là, on va se restreindre, sans perte de généralité bien sûr, au cas d'un couple de variables aléatoires, c'est-à-dire un vecteur aléatoire qui est de dimension 2. Et pour cela, on va introduire en premier lieu la notion d'un couple aléatoire. Et en second lieu, on va s'intéresser à la notion des lois de ce couple-là. C'est ça, ensemble de lois de ce couple-là. Et entre autres, on va préciser à chaque fois le cas particulier lorsque les deux composantes qui constituent notre couple aléatoire sont deux composantes indépendantes. Donc ici, on va passer à côté mathématique. Alors, mathématiquement parlant, un couple aléatoire grand Z présenté comme étant la variable aléatoire Z sur l'espace mesurable grand oméga à l'attribut A, sur le couple univers-tribu, mais à valeur dans R carré, c'est-à-dire R produit cartésien R, munu aussi de sa tribu brownienne sur R carré. On précise que la tribu brownienne sur R carré est la généralisation de la notion d'une tribu brownienne sur R et elle est par analogie engendrée par les ensembles de la forme produits de deux intervalles. Le premier de la forme moins l'infini, le réel x1, produit cartésien moins l'infini, le réel x2. Alors, on revient vers la définition. Un couple aléatoire est une application mesurable formée de deux variables aléatoires, grand X et grand Y, telles que chacune d'entre ces deux variables aléatoires, est une application, elle s'appelle application coordonnée, ou bien la composante de ce couple aléatoire, ou bien ce vecteur aléatoire de dimension 2. Bref, tout justement ici, un couple aléatoire n'est qu'un couple dont les composantes sont des variables aléatoires, sont des applications mesurables. À ce niveau-là, selon le support de cette variable aléatoire grand Z, une variable aléatoire vectorielle, c'est-à-dire suivant l'ensemble des résultats possibles de ce couple aléatoire, qui est défini comme étant Z de grand oméga,
Normalement, généralement, il s'écrit comme étant le produit cartésien de l'ensemble des résultats possibles de la première composante X, produit cartésien de l'ensemble des résultats possibles de la deuxième composante. Suivant cet ensemble-là, on peut détecter tout de suite deux cas possibles, deux appellations possibles de la notion d'un vecteur aléatoire. Alors, lorsque l'ensemble de résultats possibles il est fini ou bien dénombrable, c'est-à-dire semblable à n carré ou bien n carré tout entier ou bien une partie de n carré, n produit cartésien de n, le couple Z est dit un couple aléatoire discret. Par contre, lorsqu'il est cet ensemble-là, Z de grand oméga non dénombrable, entre autres dans le cas par exemple l'ensemble R carré ou bien une partie de R carré, alors ce couple-là est dit un couple continu. Une remarque assez importante en ce qui concerne ce point-là, c'est que le fait que d'avoir deux variables aléatoires, deux composantes grand X et grand Y discrètes, ça entraîne automatiquement que le Z, le vecteur Z, le couple Z, est discret. Et vice-versa, si le couple Z est discret, alors il implique que les composantes dedans, ce sont deux variables aléatoires discrètes. En revanche, pour le cas continu, on a un seul sens qui est vrai. Alors, si on dispose d'un couple aléatoire qui est continu, alors les composantes sont de type continu. La réciproque, généralement, elle est fausse. C'est-à-dire, prenons x et y, deux variables aléatoires continues, ça n'implique pas forcément que le couple fourni, le couple Z ici, est un couple qui est un couple continu. Ceci se tient juste est vrai plutôt dans le cas lorsqu'on connaît la relation entre x et y, plus précisément lorsqu'on a x, elle est indépendante à y, à ce niveau-là, on peut dire qu'on a un double sens. C'est-à-dire ici, lorsque x et y sont indépendantes contenues, alors le vecteur fourni, le vecteur formé par les deux composantes est un vecteur continu. Maintenant, on va essayer de voir ou bien de décrire l'évolution aléatoire jointe de deux variables aléatoires x, y. C'est-à-dire, on va essayer de voir l'évolution simultanée de deux composantes. C'est ainsi qu'on va introduire la notion de la loi conjointe et on va séparer pour cette section-là la définition en deux parties. La première partie dans le cas d'un couple qui est discret et la deuxième partie dans le cas d'un couple qui est continu. Donc, la loi, on définit la loi conjointe d'un vecteur qui est de type discret. C'est la probabilité sur l'ensemble des résultats possibles Z de grand oméga. C'est une probabilité qui est entièrement déterminée par la donnée de la probabilité d'avoir X vaut la réalisation K, Y et Y en même temps vaut la réalisation est égale à K'. Avec le K', ce sont des résultats possibles de grand X de oméga et de grand Y de oméga. On rappelle ici que le virgule en probabilité, ça désigne le E, ça désigne l'intersection ensembliste entre deux événements. C'est-à-dire ici, cette probabilité, elle s'écrit, c'est la probabilité de l'intersection de l'événement X vaut K inter l'événement Y vaut K'. Et ceci décrit d'une manière, et on voit ici que ceci décrit d'une manière jointe le comportement de X et celui de Y simultanément. N'oublions pas de rappeler que cette probabilité, qui est une probabilité jointe, ça représente une loi discrète. Alors, elle satisfait la condition que la double somme, la première somme sur le résultat de X, la deuxième somme, le résultat de Y, de probabilité que le couple XY vaut les entiers KK', toujours vaut 1. Alors, une question à ce niveau-là que pourra être posée, est-ce qu'à partir de la loi de ce couple-là, la loi conjointe, on pourra dégager les lois de chacune des composantes de, disons, X et de Y séparément? Eh bien oui.
Et ces lois-là, qui sont les lois de composantes de couple, les lois de la première composante X, deuxième composante Y, s'appellent les lois marginales. Alors, on pourra définir la première loi marginale, c'est P indice grand X. Elle est définie par la donnée de la probabilité que X vaut K, quel que soit le cas, un résultat possible de la variable X. C'est la somme de toutes les valeurs prises de la deuxième composante Y, de la loi conjointe de la probabilité que X, Y est égal à K'. C'est-à-dire ici, on va faire une sommation sur la deuxième composante. Pour la loi marginale de Y, il est donné par la probabilité que Y vaut K', avec K', c'est un résultat possible de Y. Cette probabilité, c'est exactement la somme sur tout le résultat possible de la première composante X, somme de probabilités jointes lorsque X et Y est égal à K'. Bien sûr, ici, il est clair qu'à l'aide de la loi conjointe, on peut déterminer, on peut retrouver directement les lois marginales. La question que se pose maintenant, c'est le sens inverse. C'est-à-dire, est-ce qu'à partir de lois marginales, on pourra détecter la loi conjointe? C'est-à-dire, il suffit de connaître les lois marginales de la première composante, la deuxième composante, c'est-à-dire P indice grand X, P indice grand Y, on peut détecter automatiquement c'est quoi la loi jointe de couple, c'est quoi le comportement de couple ensemble. Eh bien, a priori, la réponse est non. Pourquoi? Car si on connaît les lois marginales, on connaît P de X, P de Y, on ne peut pas déterminer automatiquement la loi jointe. C'est-à-dire, étant donné deux lois marginales, on ne pourra plus retrouver la loi conjointe de couple. Sauf dans le cas où on a des informations supplémentaires sur la façon dont les variables composantes grand X, grand Y, elles se comportent. C'est-à-dire ici, lorsqu'on a X, elle est indépendante à Y, alors forcément, on a la loi conjointe de ce couple-là, c'est égal à exactement le produit de loi marginale. Cette propriété aussi, on va voir tout au long de cette vidéo-là, qu'elle est absolument fondamentale pour caractériser l'indépendance de deux composantes. C'est-à-dire pour montrer que deux composantes d'un vecteur aléatoire sont indépendantes, il suffit de montrer l'égalité entre la loi conjointe et le produit des lois marginales. Maintenant, exactement de la même manière que celle de variables aléatoires discrètes, lorsqu'on dispose en fait d'un nombre de résultats possibles de notre vecteur aléatoire ou bien couple aléatoire qui est un nombre de résultats possibles assez fini, et dans le cas où mon vecteur il est discret, il est coutume de représenter la loi conjointe de ce vecteur-là à l'aide d'un tableau. Alors ici, on voit bien un tableau qui résume la loi conjointe, dont la première ligne, elle contient ici les différentes réalisations de la première composante du couple aléatoire, la composante X, et la première colonne, elle représente les diverses réalisations de la deuxième composante Y. Cependant que le corps de ce tableau-là, il décrit les différentes probabilités de couple aléatoire Z, c'est-à-dire les différentes probabilités conjointes, probabilité que X, Y vaut le 2, petit x, petit y. Et bien sûr, ici, si on va sommer toutes les probabilités au sein de cette partie-là, toutes les probabilités conjointes, on doit trouver que toutes ces valeurs-là, c'est égal à 1, puisqu'il s'agit d'une loi conjointe, une loi de probabilité. La double somme, ça va donner un 1. Par contre, lorsqu'on va fixer les colonnes, on va travailler sur le ligne. Disons, on va fixer, par exemple, la première colonne, on va travailler sur le ligne. C'est nous donne la première loi marginale. Ça, en fixant la première ligne, on va trouver la première probabilité de la loi marginale de X. Alors, fixation de colonne et variation de ligne, ça nous donne ici la première loi de la première composante, c'est-à-dire la loi marginale de X. Et de la même manière, lorsqu'on va fixer les lignes, on va varier les colonnes ici. Disons, on va fixer la première ligne en travaillant avec les colonnes. Ça va nous donner la loi marginale de Y. Ceci montre
que finalement ce tableau-là qui est défini que seulement dans le cas on parle d'un couple aléatoire qui est discret avec un nombre de résultats qui est fini, est assez limité, il nombre que ce tableau-là, il illustre les différentes lois de ce couple-là, c'est-à-dire loi marginale, les deux lois marginales et la loi conjointe. Sinon, si on dispose par exemple d'un vecteur aléatoire ou plutôt d'un tout couple aléatoire, tel que l'ensemble de résultats possibles, c'est un ensemble n'est pas assez petit, c'est un ensemble qui est dénombrable assez grand, nombre grand de points. Alors, plutôt de couple. Alors, le cas général, dans le cas général, l'une des manières les plus connues de déterminer la loi conjointe d'un couple est l'utilisation de la notion de conditionnement d'une variable composante, d'une première composante par rapport à la deuxième composante, ou bien la deuxième composante par rapport à la première composante. Comme on a déjà vu dans l'exercice 1 de notre cours. Là, on a pris le problème suivant. Alors, on a pris, lorsqu'on a pris le n, c'est la variable aléatoire qui correspond au nombre d'enfants dans une famille. Là, on a dit qu'il suit la loi de Poisson. Et on a supposé que le x, ça correspond au nombre de filles dans cette famille-là. On a supposé que la probabilité que l'enfant né soit une fille, c'est une probabilité qui est égale à petit p entre 0 et 1. La question, c'était de déterminer la loi conjointe de grand X, grand N, grand X. Alors, dans cette situation-là, on a utilisé la loi conditionnelle de X sachant N. Alors, pour calculer la probabilité conjointe de couple NX, on va calculer les probabilités que grand N, grand X vaut n'importe quel petit entier, petit n, petit k. Alors, ça, c'est par convention, on a dit, c'est égal à la probabilité que cet événement-là, probabilité que l'événement nx est égal à petit k, sachant n est égal à petit n, fois la probabilité de conditionnement. Alors, on a conditionné deuxième composante par rapport à la première composante. Alors, cette probabilité ici, c'est clair, c'est égal à par hypothèse, c'est la loi de Poisson, probabilité de loi de Poisson. Par contre, cette probabilité conditionnelle, c'est par construction, il s'agit de compter le nombre de filles sur n naissances. Bien évidemment, le nombre de filles, petit k, ici, doit être inférieur ou égal à n. Ça ne doit pas dépasser le nombre de naissances. Alors, on est ici dans une situation d'une loi, d'une probabilité, d'une loi binomiale. Avoir k succès sur n, n tentatives. Alors, pour nous, ça représente une première loi qui est loi de conditionnement et une deuxième loi qui est déjà loi de deuxième, plutôt de la première de premier événement. Alors ça, c'est l'une des méthodes de trouver une loi conjointe pour un couple qui est discret. Dans un deuxième temps ici, on peut définir, ou plutôt on peut déterminer ce qu'on appelle la notion d'une fonction de répartition discrète associée à ce couple-là. Et plutôt, puisqu'on parle d'une fonction de répartition associée à un couple, alors on parle d'une fonction de répartition qui est conjointe. Alors, où l'existence de cette fonction-là, elle est déjà assurée, puisque si une fonction de répartition, elle existe, alors il existe une loi, ou si une loi de probabilité il existe, alors il existe une fonction de répartition. Y compris ici, on a la loi de probabilité conjointe d'un couple qui est discret existe, alors il existe une fonction de répartition conjointe pour ce couple discret. Alors cette fonction-là, elle se formalise de la façon suivante pour le couple grand X, grand Y. C'est F indice grand X, grand Y en petit x, petit y. C'est la probabilité que la première composante x soit dans l'intervalle moins l'infini, petit x, et la deuxième composante grand Y, variable grand Y, elle appartient à l'intervalle moins l'infini, petit y, le réel petit y. C'est égal à exactement la probabilité que le couple x, y, grand X, grand Y, elle appartient à l'intervalle moins l'infini petit x, produit cartésien moins l'infini petit y. Et c'est tout à fait normal que cette probabilité, elle existe, puisque ce pavé-là, moins l'infini petit x, produit cartésien moins l'infini petit y, il appartient à notre tribu brownienne sur R carré. Alors, cette probabilité-là, eh bien, c'est dans le cas d'un vecteur qui est discret, un couple qui est discret, elle est aussi représentée à l'aide d'une somme.
C'est la double somme de tous les résultats possibles de x inférieur à petit x, de tous les résultats possibles de y inférieur à petit y, de la probabilité conjointe de x, y vaut le couple k'. Là, c'est la définition d'une fonction de répartition pour une loi d'un vecteur qui est discret. Et parallèlement ici, d'une manière assez parallèle à celle qu'on a définie la loi de probabilité marginale, on peut définir maintenant c'est quoi la fonction de répartition associée à la première composante et c'est quoi la fonction de répartition associée à la deuxième composante grand y. Alors, je parle de la fonction de répartition de grand x en petit x, c'est la fonction de répartition conjointe au niveau de x fixé et lorsque y tend vers plus l'infini. Ça, c'est la fonction de répartition de la première composante qu'on appelle la fonction de répartition marginale. Première fonction de répartition marginale. Deuxième fonction de répartition marginale, c'est la fonction de répartition associée à la deuxième composante grand y. C'est la fonction de répartition conjointe au niveau de y petit y, y égale à petit y fixé, lorsque la première composante grand x vaut plus l'infini, ou bien tend vers plus l'infini. On rappelle tout le temps aussi que la démarche inverse n'est pas encore autorisée, c'est-à-dire si on connaît les expressions de fonctions de répartition marginale, on ne pourra pas généralement connaître la fonction de répartition conjointe, sauf si les composantes grand x, grand y sont indépendantes. On note bien aussi que les trois fonctions qu'on vient de présenter ici, quoi que ce soit la fonction de répartition conjointe, les fonctions de répartition marginale, elles vérifient toujours les mêmes propriétés vues dans le cas unidimensionnel, c'est-à-dire la propriété de la croissance, la propriété de la continuité à droite, la propriété de limite, limite en plus l'infini, limite en moins l'infini. Passons maintenant à revoir ces lois-là, les lois conjointes, la loi conjointe et les lois marginales pour le cas d'un couple aléatoire continu, c'est-à-dire un couple aléatoire, comme on a dit, à support qui n'est pas dénombrable, qui est non dénombrable. Alors, comme le cas d'une variable aléatoire qui a une seule dimension, qui est une variable aléatoire continue, on sait que la loi d'une variable aléatoire qui est continue, il peut être résumé à l'aide d'une fonction qu'on a appelée densité. Alors, de la même manière, la loi conjointe d'un vecteur qui est continu, il peut être résumé à l'aide d'une fonction, une fonction de R carré qu'on appelle densité conjointe. Cette densité, tout simplement, elle stocke typiquement les informations sur le couple xy qui est continu. Alors, on dit une fonction f est une fonction de densité d'un couple aléatoire grand x, grand y. Toute fonction à deux variables de r carré à valeur réelle, à valeur dans r, qui vérifie premièrement f, elle est positive, f, elle est mesurable. Dans notre cas ici, on prend toujours le cas f, elle est continue par rapport aux deux variables petit x, petit y. Et deuxième condition ici, que la double intégrale de notre fonction, qui doit être une fonction intégrable sur r carré, tout le temps, ça vaut 1. L'intégrale sur r carré, ça vaut 1. Donc, si une telle fonction, elle existe, alors elle s'appelle densité conjointe et elle définit certainement une loi de probabilité conjointe. Donc, dans ce cas-là, ce couple qui est dit un couple aléatoire continu, il admet une densité où il dit, on l'appelle un couple aléatoire absolument continu ou bien un couple aléatoire à densité. Semblablement au cas d'une seule variable, on sait qu'à partir de la fonction densité, on peut déterminer la fonction de répartition. Et bien ici, c'est le même principe. Alors, à partir de la densité conjointe d'un couple aléatoire, on peut retrouver l'expression de la fonction de répartition conjointe. Alors, la fonction de répartition conjointe de notre couple aléatoire grand x, grand y au niveau de n'importe couple de réel, c'est égal à l'intégrale de moins l'infini au niveau de premier réel, l'intégrale de moins l'infini au niveau de second réel, la densité conjointe en T1, T2, dt1, dt2.
Réciproquement, si on voulait déterminer la fonction densité, sachant la fonction de répartition conjointe, alors la fonction densité conjointe de notre couple, c'est égal à la dérivation par rapport à x et par rapport à y de notre fonction de répartition. C'est-à-dire, on va dériver par rapport à chacune de variables petit x et petit y. Et bien sûr, on va dériver pour x, y qui doivent être dans des points dans le domaine où la fonction densité, densité conjointe, elle est contenue. Une conséquence ici assez importante, que par exemple, si on voudra bien connaître la probabilité que le couple contenu ici soit dans une région de plan, région de R carré, la probabilité du couple appartient à D, partie de R carré, c'est égal à tout simplement l'intégrale double de la densité conjointe sur cette région-là, sur la même région. Si on intéresse maintenant de la même manière que, ou bien de la même façon que les probabilités marginales, on va s'intéresser à la notion de densité marginale, c'est-à-dire la densité associée à chacune des composantes. Alors, on peut dire que la densité marginale de x, elle est égale à l'intégrale de la densité conjointe en fixant le x et en faisant l'intégrale par rapport à y. De la même manière, la densité marginale de deuxième composante y, c'est la densité, je vais faire l'intégration de la densité conjointe par rapport à la première composante, c'est une intégrale sur R. Alors, ici, on détecte tout le temps qu'à partir de la même principe, qu'à partir de densité conjointe, on peut déterminer les densités marginales. Et si on veut faire le démarche d'une manière analogue, c'est-à-dire à partir de loi marginale, est-ce qu'on peut déterminer les densités conjointes? Ceci n'est pas toujours autorisé, il est déjà autorisé, sauf dans le cas où les variables aléatoires sont indépendantes. Disons, lorsqu'on peut prendre x suit la loi uniforme, y suit la loi uniforme, si on ignore x, y sont indépendantes ou non, alors la densité conjointe de x, y, ça ne sera pas possible de la trouver automatiquement. Alors, c'est pour cela, on dit, dans le cas de l'indépendance de composantes, alors la densité conjointe, c'est égal à exactement le produit de densité marginale. Ou d'ailleurs, ici, si on a une telle caractérisation, alors on obtient automatiquement l'indépendance. C'est-à-dire, si on trouve le produit de densité conjointe est égal, plutôt marginale est égal à densité conjointe, on retombe exactement sur le cas où les variables composantes sont indépendantes. Un exemple qui pourra illustrer ces formules-là est le suivant. Alors, on considère un couple aléatoire XY de densité conjointe donnée. C'est cette densité-là qui vaut exponentiellement y lorsque le x elle est comprise entre 0 et y, 0 sinon. Alors, la question que se pose maintenant, est-ce que le x, y sont indépendantes? Alors, afin de répondre à cette question-là, on procède tout d'abord par calculer la loi de la variable aléatoire x, c'est-à-dire la densité marginale de x et puis la densité marginale de y. Alors, commençons par la densité marginale de x, c'est par définition l'intégrale de la densité conjointe par rapport à des y, lorsque ici, je vais prendre tous les y qui sont comprises entre x et plus l'infini. Et bien évidemment, il faut prendre le x positif, puisque cet intervalle-là, c'est y supérieur à x, sachant que x, elle est positive. Cette quantité-là, une intégration de cette quantité-là sur l'intervalle x plus l'infini, ça vaut exactement une densité qui correspond à la densité de la loi exponentielle de paramètre 1. Pour la deuxième loi densité marginale, c'est la loi densité marginale de y. C'est le même principe, l'intégrale de la densité conjointe par rapport à dx, qui est égal à exactement exponentiellement y, pour tout x entre 0 et y, et bien évidemment, on va prendre le y strictement supérieur à 0 pour que cette intégrale-là, elle existe. Cette intégrale-là, cet intervalle-là bien défini. Alors, cette quantité-là, cette intégrale, elle donne y exponentiellement y pour tout y supérieur à 0. Alors, en comparant maintenant le produit de densité trouvée marginale par rapport à densité conjointe donnée par l'exercice, on trouve que le produit il est différent de la densité conjointe. C'est ainsi qu'on peut dire immédiatement
que les composantes X et Y ne sont pas indépendantes. Alors, avec ceci, je termine cette vidéo. Merci beaucoup pour votre attention.